Daniel Cohen, vous êtes économiste, directeur du département d'économie de l'École normale supérieure, ancien vice-président et membre fondateur de l'École d'économie de Paris. Vous avez publié de nombreux livres, dont La prospérité du vice en 2009, Homo economicus en 2012, Le monde éclos et le désir infini en 2015. Il faut dire que les temps ont changé en 2018. Et en septembre, vous nous proposerez Homo numericus, la civilisation qui vient. Je m'arrête tout d'abord sur le sous-titre, parce qu'on a l'impression qu'avec le numérique, on va changer de société. Ce n'est pas de société dont on va changer, c'est de civilisation, carrément. Voilà, bon, pour monter les choses en intensité, mais oui, je pense qu'il y a quelque chose qui ressemble à un changement civilisationnel qui est en train de se produire. Mais je crois que le point de départ d'abord, c'est qu'il y a une promesse qui a été annoncée par la révolution numérique. On pensait qu'on allait rentrer dans une intelligence collective d'un genre nouveau. On voyait des Wikipédia jaillir au coin de chaque rue, et c'est un peu exactement le contraire qui se produit. On se rend compte à quel point la révolution numérique, au fond, déçoit nos attentes, qu'au lieu de produire une intelligence collective, elle produit un monde de post-vérité, elle produit de la tension, de la haine, de la polarisation, bref, exactement le contraire que ce qu'on associait il y a encore 10 ou 20 ans à cette transformation du monde. Donc c'est presque autant la civilisation qui ne vient pas pour l'instant que celle à laquelle il faut aspirer que ce livre essaye de décrire. Le livre s'ouvre avec une référence à la série Black Mirror, qui revient d'ailleurs plusieurs fois au cours de l'écriture. Une série qui explore notre capacité à accepter l'emprise des nouvelles technologies davantage que les limites de celles-ci. Et c'est un peu tout le problème. Oui, c'est-à-dire qu'en réalité, ce qu'on découvre aussi, c'est l'extraordinaire plasticité des humains à s'adapter à un monde radicalement nouveau. Donc dans Black Mirror, qui est la série que j'utilise un peu en pointillé pour voir toutes les transformations qui s'annoncent. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est assez fantastique parce qu'on voit avec un très léger déclarage ce que pourrait être la civilisation, la société de consommation de demain. Donc il y a un des épisodes par quoi le livre commence où on apprend qu'une femme qui a perdu son mari le jour où elle a appris aussi qu'elle était enceinte de lui arrive, grâce à l'intelligence artificielle, à le ressusciter au sens littéral du terme. C'est-à-dire qu'il est là dans son iPhone et elle lui parle, elle lui pose des questions et il répond parfaitement. Donc elle vit, elle continue de vivre avec lui. Ça paraît complètement fantasmatique, mais en réalité, on sait qu'on peut le faire. C'est-à-dire, on sait que l'intelligence artificielle est parfaitement capable, pourvu qu'on lui donne assez de données, pour comprendre notre personnalité, pour rentrer dans notre psychologie et au fond répondre aux questions qu'on peut se poser, même quand on a disparu. Donc c'est un tout petit exemple, il y en a d'autres que je donne. Pas trop, parce que mon éditeur ne voulait pas que ceux qui n'ont pas vu Black Mirror s'agacent à ces références, mais il y a tout de même des pointillés qui montrent que l'imagination de ce directeur de série, en fait, est bien, en effet, un cran en avance à notre capacité, au fond, de rentrer dans un monde imaginaire, fabriqué de post-vérité en grande partie, et que la plasticité de nos comportements humains, qui fait que, comme espèce, on a dominé toutes les autres, devient une énorme fragilité quand c'est nous-mêmes qui sommes manipulés par les machines que nous avons fabriquées nous-mêmes. Donc il y a quelque chose de cette nature. Alors ce que vous expliquez très bien, c'est que finalement, au début de l'Internet, on cherchait des informations sur le net. Aujourd'hui, vous dites que ce ne sont plus des informations qu'on cherche, mais des croyances, parce que les croyances, c'est rassurant. Oui, donc on voit bien comment ce monde de post-vérité, enfin c'est une partie du livre, mais c'est important, c'est un angle, comment ce monde de post-vérité finit par advenir. Pourquoi on ne va pas chercher des informations comme on en a sur Wikipédia? Pourquoi au contraire on se laisse entraîner par des fake news? Parce qu'en réalité, ce que produit le monde d'Internet, c'est un monde qui en réalité prolonge en un certain sens la taylorisation des corps qu'on observe aussi avec la révolution numérique dans le domaine de l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire que tayloriser l'esprit? Ça veut dire quand vous cherchez quelque chose, on va donner la réponse qui vous convient, comme avec cette résurrection des morts. On peut parler à quelqu'un qui a disparu. Donc chercher à améliorer la relation que vous pouvez avoir sur Internet avec autrui, ça veut dire vous faire rencontrer des gens qui pensent comme vous. Et donc, en fait, ce qu'aiguise Internet, c'est un monde d'entre-soi, un monde dans lequel, au fond, ce qu'on appelle le biais de confirmation, c'est-à-dire le fait que les croyances profondes qui nous font vivre, on n'a pas envie de les voir falsifiées, répudiées, et on va toujours être conduit à chercher des informations qui nous confortent dans nos attentes, dans notre être profond. C'est exactement ce qu'Internet propose. Si vous pensez que le 11 septembre est un coup monté de la CIA, vous tapez 11 septembre,
CIA, coup monté, et vous allez trouver un bon million de personnes qui pensent comme vous et qui vont devenir votre écosystème, votre environnement. Donc vous allez rentrer dans une boucle où, au fond, entre vous, vous allez construire le monde que vous voulez, ce qui veut dire que le rapport à autrui va être complètement dissous. Voilà pourquoi ce monde d'intelligence se transforme presque exactement en un monde d'imbécilité générale et qui n'est pas la civilisation qu'on veut. Vous êtes économiste, je le disais tout à l'heure. Moi, il y a une chose qui m'a fasciné dans votre livre, c'est quand vous expliquez pourquoi aujourd'hui le théâtre n'est plus rentable. C'est-à-dire qu'une pièce de théâtre qui dure 1h30, eh ben, pour la jouer, il faut 1h30. Il n'y a pas moyen de la faire tenir en 1 heure ou en 40 minutes. Ça m'arrangerait bien, ceci dit, aujourd'hui. Mais ça explique aussi pourquoi le spectacle vivant, en particulier, est appelé à avoir de plus en plus de difficultés. Oui, donc une autre métaphore, donc voilà un très bon exemple, c'est une activité qui résiste à la recherche de gains de productivité et donc il est remplacé progressivement par les Netflix et autres. Il y a un autre exemple que je donne qui illustre ça, c'est une étude de l'amour qui a été faite au temps d'Internet, au temps de Tinder par la sociologue Eva Illouz. Et elle a cette référence très, très intéressante, elle dit, avec Tinder, au fond, ce qu'on fait, c'est qu'on optimise la relation avec autrui, exactement comme on veut optimiser le temps qu'on passe en allant pas au théâtre, en restant chez soi. Donc on optimise la relation avec autrui. Au fond, on se croit en contrôle parfait du partenaire qu'on va trouver. Et en réalité, le sentiment amoureux se réduit au just fuck, quoi. C'est-à-dire juste le temps strictement indispensable pour que cette relation aboutisse et tout le reste se fait en ligne. Et comme elle l'explique très bien, cette optimisation, pour le coup, non pas de la pensée, mais du rapport au corps, se traduit par une trahison absolue du sentiment amoureux. En fait, on est constamment frustré, privé de la présence à l'autre, et la solution, c'est comme Don Juan, de multiplier les partenaires pour remplir ce vide abyssal que la relation par Internet est en réalité en train de produire. Donc on a exactement la métaphore dont vous parlez à propos du théâtre. Moi j'appelle ça, je dis, ce que la révolution numérique permet de faire, c'est d'industrialiser la société post-industrielle. La société post-industrielle, c'est une société de services dans laquelle on s'occupe des autres, on se parle, on éduque, on soigne. Eh bien, la société numérique, c'est tout faire pour que ça aille plus vite, comme le sentiment amoureux dans la relation avec Tinder, c'est réduire les relations à autrui, comme on est en train de le faire en vitesse accélérée maintenant, au strict minimum. Et c'est ça qui fait que non seulement le rapport au monde et à la vérité est dissous, comme je le disais avec la post-vérité, mais aussi le rapport à autrui est perdu, parce qu'on remplace autrui par une série de noms, d'algorithmes qui nous permettent de croire qu'on contrôle l'autre, et en fait l'autre se dissout dans l'optimisation de la relation qu'on cherche à avoir. Alors, malgré le peu de temps, je vais quand même essayer de parler de ce que j'estime être l'idée centrale de votre livre. Vous expliquez extrêmement bien qu'une société est verticale ou horizontale, religieuse ou laïque, et qu'on a expérimenté plus ou moins 3 des 4 combinaisons possibles, et qu'aujourd'hui, on entre dans la société qui se fait à la fois horizontale et laïque. C'est une manière de vivre sans précédent dans l'histoire des civilisations. Et tout le défi est là. Voilà, exactement. Donc sans refaire toute la démonstration qui arrive à ça, parce que le temps presse, je le sens bien, mais c'est pour le redire peut-être plus simplement, même si je prends le temps dans le livre de l'expliquer un peu plus en profondeur. On peut dire qu'une partie des déceptions qui est produite par cette société numérique, cette civilisation numérique, tient au fait qu'en réalité, elle a une double paternité. Elle est à la fois l'héritière de la révolution conservatrice de Reagan et Thatcher. Reagan et Thatcher ont créé un monde où tout est une recherche d'optimisation, où précisément on cherche avec le numérique de réussir à créer une société qui pense qu'elle peut s'auto-instituer uniquement comme un agrégat d'individus isolés. Donc on prend des individus isolés, il y a une marketplace, une place de marché, c'est Internet et ça suffit bien à faire société. Donc tout ce qu'on dit de la dissolution du rapport à autrui, du fait qu'on refuse les corps intermédiaires pour entrer dans une relation avec quelqu'un d'autre, les corps intermédiaires, c'est les éditeurs, c'est les syndicats, c'est les entreprises elles-mêmes, c'est les partis politiques, on voit la dissolution de tous ces corps intermédiaires que produit la société numérique, c'est le legs de la révolution libérale. Mais il y a un autre héritage, c'est la révolution des années 60, c'est la contre-culture des 60s, qui elle aussi, à sa manière, a voulu penser une société sans hiérarchie, une société où toute parole mérite d'être écoutée. Une société anti-système en réalité. Cette combinaison étrange d'une société ultralibérale et anti-système à la fois que produit la révolution numérique, c'est le résultat de ce double héritage profondément contradictoire. Eh bien,
je crois qu'il ne faut pas jeter la civilisation numérique trop vite, il faut comprendre ce qu'elle a aboli et qu'il faut sauver, ces corps intermédiaires dont je parle, mais il faut comprendre aussi qu'en effet, elle essaye d'atteindre une société totalement inédite, à la fois non hiérarchique, on va dire égalitaire, où il n'y a plus les hiérarchies de l'ancien monde industriel ou de l'ancienne société agraire, et une société laïque au sens où aucune parole révélée ne suffit à produire de l'autorité. Elle n'y parvient pas en vertu de ce déni, de ce besoin d'institutions pour faire société, mais je crois que son ambition mérite d'être protégée de la manière qu'on pourra chacun, dans nos postes de travail respectifs, pour essayer de concilier ce contraire entre ce à quoi on tend et ce qui se produit aujourd'hui. Un dernier mot sur votre conclusion, peut-être, parce que vous en appelez à la responsabilité individuelle. Je vous cite, c'est contre la double dissolution numérique du rapport à autrui et au monde réel qu'il faut lutter. Nous ne ressusciterons pas les morts et ne migrerons pas vers une autre galaxie. C'est avec les vivants et sur cette planète qu'il faut essayer de vivre. C'est de la responsabilité de chacun, finalement. Voilà, mais ce n'est pas juste chacun, parce que chacun, ça nous ramène dans cette idée. C'est chacun et chacun avec les autres. C'est chacun dans le monde qu'il faut instituer. Donc, je pense aux universités qui sont un peu une maquette. L'université est un modèle en creux de ce que la société actuelle cherche à atteindre, c'est-à-dire une société avec peu de hiérarchie. Un jeune peut interpeller son prof dans un séminaire. Une société sans vérité révélée, puisque le propre de la recherche universitaire, c'est justement de découvrir, de falsifier les erreurs. Et en même temps, ce monde universitaire, on le voit, il est profondément endogame, il n'accepte que le jugement de ses propres pairs, donc il manque en fait d'inclusion. Il nous faut inventer de nouveaux syndicats, de nouveaux types de faire société, de nouvelles manières de faire de l'édition, de nouveaux types de rapports à la vérité, à l'information, qui soient inclusifs, ce qui est exactement ce qui manque dans la société qui se produit aujourd'hui, mais avec cette même ambition d'essayer de réfléchir à un type de société qui précisément tourne le dos à celle qu'on a connue auparavant, où la seule manière de créer de l'inclusion, c'était par un rapport hiérarchique à autrui au sein d'institutions profondément dépassées par rapport à l'attente d'aujourd'hui. Homo numericus, la civilisation qui vient, c'est le titre de votre livre absolument passionnant et à paraître en septembre. Merci infiniment, Daniel Cohen.